Alors, deuxième grand point, la République et les évolutions de la société française. Avec pour premier point, deuxième grand point comportera trois sous-parties. Première sous-partie, donc, grand A, le Front populaire et la question ouvrière. Alors, les revendications ouvrières sont anciennes. Les ouvriers vivent avec le souvenir de la Commune de Paris de 1871. En 1930, la France, comme la plupart des pays occidentaux, est elle aussi touchée par la crise économique et celle-ci se vérifie par l'augmentation du chômage et notamment parmi la classe ouvrière. Plus tard, en 1934, les ligues d'extrême droite, nous l'avons vu en cours, essaient de renverser la République en tentant un coup d'État. Face à cette menace fasciste, les différents courants de gauche, c'est-à-dire le Parti communiste français, la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, autrement dit l'ancien Parti socialiste, et le Parti radical s'unissent autour d'un programme commun qu'ils nomment le Front populaire. Leur slogan est le suivant: le pain, la paix, la liberté. Aux élections législatives de mai 1936, le Front populaire remporte la majorité des sièges. Grâce à cette victoire, des manifestations de joie, accompagnées d'occupations d'usines, apparaissent un peu partout. On a véritablement l'impression que c'est la victoire de la classe ouvrière. Pour la première fois, les ouvriers pensent avoir obtenu une grande victoire. Léon Blum est investi président du Conseil et a en charge de gérer donc les affaires de la nation. Léon Blum réunit alors autour d'une même table les syndicats, qui représentent donc la classe ouvrière, ainsi que les représentants du patronat. Donc à la même table, il y a à la fois les ouvriers, les patrons et l'État, à travers l'image de Léon Blum. Ce sont les accords de Matignon, 1936. Plusieurs lois symboliques allaient favoriser les ouvriers. Tout d'abord, la semaine de travail est abaissée à 40 heures au lieu de 48 jusqu'alors. Des augmentations de salaire ont lieu et pour la première fois, l'État accorde 15 jours de congés payés. Le gouvernement périclite 2 ans plus tard. En avril 1938, face à de nombreuses divergences d'opinion, en rapport notamment avec une intervention ou pas dans la guerre d'Espagne, nous l'avions vu un peu avant, ou face aux différents courants de gauche, les membres, du parti présent au sein du Front populaire se divisent. Deuxième point du cours, grand B, la République, la religion et la laïcité. Alors, on va faire vite. Là, depuis longtemps, les catholiques sont très influents dans la vie politique française. Malgré la période de la Révolution, l'Église catholique reste encore la fille aînée de l'Église. Depuis 1801, le Concordat permet au pape d'avoir un œil dans tous les domaines de la vie politique. Pour les républicains, l'Église est une menace pour son nouveau régime, pour la Troisième République. A l'inverse, les catholiques accusent les républicains de vouloir détruire le christianisme. Alors la loi de séparation de l'Église et de l'État n'a rien d'une surprise, comme je vous l'ai dit ce matin. Bien avant 1905 et donc l'abrogation du Concordat, la République s'est déjà affranchie de l'influence catholique. Désormais, la France ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La même année, les biens de l'Église deviennent publics. D'ailleurs, cette photo l'illustre bien. La séparation, séparons-nous, je garde vos biens. Cette affaire est très mal vue par les catholiques et notamment par le pape Pie X. Après l'épisode du régime de Vichy, les 4e et 5e républiques ont veillé à appliquer la loi de 1905 afin que celle-ci soit ancrée au cœur de la pensée républicaine. La République est constamment associée au mot laïcité. Aujourd'hui, la République doit se positionner quant à l'islam, devenu deuxième religion de France. Je vous ai pris de manière significative, justement, une image du manque de laïcité pour certains comportements religieux. Avec l'aide du Conseil français du culte musulman, la République tente d'encadrer l'islam de France en formant les imams
afin qu'ils intègrent dans leur discours et dans leur pratique les valeurs de la République. Enfin, troisième et dernière partie de cette grande thématique, la place des femmes dans l'histoire de la République. Alors, les Françaises sont encore, au début du XXe siècle, privées de leurs droits civiques. Les suffragettes, c'est-à-dire les suffragettes réclament la totalité de leurs droits civiques et politiques. Pour les républicains, la femme est souvent associée à l'image de l'Église. Je vous rappelle, l'Église étant l'ennemi de la République. Pour leur implication dans la Première Guerre mondiale, pensez notamment aux munitionnettes, les Françaises réclament plus de reconnaissance. Or, à chaque fois, leurs demandes sont rejetées par le Sénat. En 1936, et là c'est un paradoxe, Léon Blum fait entrer dans son gouvernement 3 femmes, dont Joliot-Curie. Le paradoxe est que ces 3 femmes ont un rôle politique sans être citoyennes. C'est grâce à leur rôle dans la résistance que De Gaulle, par ordonnance du 21 avril 1944, leur donne le droit de vote. Je vous ai pris une photo de Lucie Aubrac, une grande figure de la résistance en France. Durant tout l'après-guerre, même si elles peuvent accéder aux assemblées élues, elles restent relativement discrètes en politique. Depuis 2000, la loi stipule que la parité homme-femme doit être appliquée aux différentes élections. Le gouvernement actuel, celui de Jean-Marc Ayrault, est composé de 17 hommes et 17 femmes. Encore au début du XXe siècle, la femme restait juridiquement inférieure à l'homme, puisqu'elle lui devait tout simplement obéissance, et cela selon le Code civil, et ce jusqu'en 1938. Comme nous l'avons dit précédemment, elles obtiennent le droit de vote en 1944. Sur le plan social maintenant, la loi Veil, du nom donc de celle qui l'a mise en place, Simone Veil, la loi Veil de 1975 autorise les femmes à interrompre volontairement leur grossesse, l'IVG, interruption volontaire de la grossesse. En 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme à devenir académicienne. Enfin, en 1991, Édith Cresson devient la première femme Premier ministre. Derrière elle, d'ailleurs, vous pouvez remarquer l'ancien ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, les femmes restent sous-représentées dans la vie associative, syndicale ou politique, même si Ségolène Royal, en 2007, fut au second tour de l'élection présidentielle, une première dans l'histoire de la République. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, et puis je ne vous verrai peut-être pas avant mardi, donc je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. À bientôt.